surtout des pathologies chirurgicales pédiatriques spécifiques à cette tranche d'âge et de quelques pathologies avec particularité de l'enfant par rapport à l'adulte. Je tiens à rappeler que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un adulte en devenir, ce qui implique une physiologie et une anatomie particulière, surtout chez le nouveau-né et le nourrisson, et la particularité chez l'enfant qu'en fonction de l'âge, parfois, on a des pathologies spécifiques. Autre contrainte, c'est chez l'enfant, il faut établir ou essayer d'établir le bon diagnostic pour ne pas laisser un enfant qui présente une pathologie chirurgicale sans chirurgie et surtout pour éviter des interventions nuisibles chez des enfants qui ne demandent rien à personne. Et il faut se rappeler que ce sont des enfants qui vont grandir, dont les cicatrices vont grandir avec cet enfant. Donc on va commencer par deux urgences typiques de chirurgie pédiatrique, à savoir les urgences chirurgicales du nourrisson, sténose hypertrophique du pylore et invagination intestinale aiguë. Et on va commencer par la sténose hypertrophique du pylore. Je rappelle que le pylore est la jonction entre l'estomac et le duodénum et que la sténose hypertrophique du pylore est définie par une hypertrophie du muscle pylorique qui va entraîner une obstruction plus ou moins complète du contenu gastrique et donc de la vidange gastrique. Cette sténose hypertrophique du pylore est 3 à 5 fois plus fréquente chez le garçon que chez la fille et elle représente, avec le reflux gastro-œsophagien, la pathologie chirurgicale la plus fréquente chez le nourrisson. Le tableau clinique d'une sténose hypertrophique du pylore est assez stéréotypé. Après un intervalle libre de 2 à 4 semaines, et j'insiste bien sur cette notion d'intervalle libre, vous avez des nourrissons, des nouveau-nés qui n'ont pas vomi durant les 2 premières semaines de vie. Et donc les parents vont remarquer l'apparition de ces vomissements à partir de 2 à 4 semaines. Ces vomissements sont jamais bilieux. Lorsque vous avez des vomissements bilieux, vous éliminez le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore. Donc ces vomissements sont faits de lait caillé, puisque c'est un lait qui a stagné au niveau de l'estomac, qui s'est caillé. Ils sont explosifs, abondants en jet, et ils se produisent à distance de la tétée. Un signe sémiologique assez intéressant chez ces nourrissons. Malgré les vomissements, ils ont un appétit qui reste conservé. Le diagnostic positif se fait actuellement grâce aux données de l'échographie. Et sur l'échographie, on va observer un épaississement de la musculaire pylorique qui est hypoéchogène, la muqueuse étant hyperéchogène. Au-delà de 4 mm de l'épaisseur de la musculeuse, on va parler de sténose hypertrophique du pylore. Dans les rares cas où on a un doute diagnostique, on peut s'aider d'un transit œsogastro-duodénal qui va montrer donc l'empreinte ou l'olive pylorique. Sur le plan biologique, ce sont des enfants qui vont vomir, ce qui implique une alcalose hypochlorimique et une déshydratation hyponatrémique et hypocalémique. Quel est le traitement de la sténose hypertrophique du pylore? Le traitement de la sténose hypertrophique du pylore est chirurgical. Mais l'urgence, c'est la réanimation médicale. Ça ne sert à rien d'opérer des enfants qui ne sont pas équilibrés ou réanimés parce qu'il existe un risque de collapsus cardiovasculaire à l'induction. Et j'insiste sur cette notion. La stabilisation, la réanimation des enfants présentant une sténose hypertrophique du pylore est fondamentale dans la prise en charge. Le traitement, c'est la pylorotomie extramuqueuse. Juste une petite illustration. Donc, voici le pylore qui est épaissi. Voici donc l'incision qu'on réalise au niveau de la cerveuse. Et voici la pylorotomie extramuqueuse. Donc, on respecte l'intégrité de la muqueuse. Les suites opératoires sont généralement simples et les enfants sont sortants dans les 24 à 48 heures post-opératoires. La deuxième urgence typique du nourrisson, c'est l'invagination intestinale aiguë. Une définition, c'est la pénétration d'un segment intestinal associé à son méso dans le segment situé immédiatement en aval et sa progression surtout dans le sens isopéristaltique. C'est une urgence typique de chirurgie pédiatrique. Contrairement à la sténose hypertrophique du pylore, où on a dit que l'urgence était la réanimation, ici l'urgence c'est la prise en charge chirurgicale ou par lavement en plaque. Pourquoi c'est une urgence? Parce qu'elle va réaliser une strangulation et donc une occlusion par strangulation, et qui dit strangulation dit risque de nécrose intestinale. L'invagination intestinale aiguë se rencontre à tout âge. On peut observer des invaginations intestinales aiguës chez l'adulte.
Lorsqu'elle survient chez l'adulte ou chez un enfant supérieur à 2 ans, on parle d'invagination intestinale aiguë secondaire le plus souvent. Elle est le plus souvent idiopathique lorsqu'elle survient à un âge inférieur à 2 ans. Dans 90% des cas, cette invagination intestinale aiguë est observée chez les nourrissons. Il existe un pic de fréquence chez les nourrissons qui est entre le 4e et le 9e mois. Et cette invagination intestinale aiguë est sensiblement plus fréquente chez les garçons que chez la fille. Là aussi, la symptomatologie clinique est très stéréotypée et on a la triade clinique symptomatique et on va insister sur cette notion de douleur abdominale paroxystique. Et chaque fois que vous avez un nourrisson qui se présente pour une douleur abdominale paroxystique, ça veut dire donc elle survient suivie d'une période d'accalmie plus ou moins longue, puis elle reprend à la même intensité, vous devez systématiquement évoquer l'invagination intestinale aiguë sans attendre l'apparition des autres signes, à savoir les vomissements et les rectorragies. D'ailleurs, l'apparition d'une rectorragie est un signe tardif puisqu'il témoigne de la souffrance déjà intestinale. Un autre signe sémiologique qui est assez intéressant, c'est la notion de refus de biberon. Donc vous avez des enfants qui, entre les crises, ils sont calmes, mais ils vont refuser de prendre le biberon. Le diagnostic positif, là aussi, c'est l'échographie abdominale qui va vous permettre le diagnostic. Et je réinsiste sur le fait que chez un nourrisson entre 2 mois et 2 ans, devant toute douleur abdominale, il faut demander cette échographie abdominale. Comment traiter cette invagination intestinale aiguë? Le premier traitement, c'est le lavement colique, qui sont à la fois diagnostiques et thérapeutiques, mais il faut savoir ou connaître les contre-indications des lavements coliques, qui sont le pneumopéritoine, l'invagination intestinale aiguë du grêle, puisque le produit de pacification ne va pas atteindre ce boudin d'invagination, et la présence de niveaux hydroaériques francs sur l'abdomen sans prévention, ce qui témoigne de l'ancienneté ou d'une durée d'évolution assez conséquente. Ce lavement colique va confirmer le diagnostic, mais aussi va permettre le traitement. Et là, on a le boudin d'invagination, donc on va observer une image en cocarde ou en croissance, ça dépend des formes. Et le critère le plus important lorsqu'on fait un lavement colique pour une invagination intestinale aiguë, c'est ce dernier cliché. Il faut visualiser une inondation massive des dernières onces grêles pour être sûr que votre invagination est complètement réduite. Il est à la place de la chirurgie devant une invagination intestinale aiguë, soit d'emblée lorsqu'on est en contre-indication avec le lavement colique, soit secondairement en cas d'échec de lavement par lavement opaque. Voici une illustration schématique. Donc voici le boudin et on doit réduire manuellement le boudin d'invagination. Si on arrive à réduire ce boudin d'invagination, c'est bien. Si on n'arrive pas, il faut faire une résection anastomose. C'est dire l'importance de faire un diagnostic très précoce et donc suspecter cette invagination devant toute douleur abdominale chez le nourrisson. On va passer à 2 pathologies qui peuvent être observées chez l'adulte, mais qui ont quelques spécificités pédiatriques. C'est la bourse aiguë chez l'enfant et après les douleurs abdominales. Et on va commencer par les bourses aiguës. Qu'est-ce qu'une bourse aiguë? C'est une augmentation brutale du volume de la bourse, associée ou non à une douleur scrotale aiguë. Il existe grossièrement 2 pathologies urgentes qu'il faut rechercher. La première, c'est la torsion du pédicule spermatique. Et la deuxième, c'est l'hernie inguinoscrotale étranglée. La première urgence, la torsion du pédicule spermatique, va aboutir, si non diagnostiquée ou diagnostiquée de façon tardive, à une nécrose testiculaire et donc à une perte de la fonction testiculaire. Et imaginez les dégâts si cette torsion est bilatérale. Lorsque vous avez une hernie inguinoscrotale étranglée, on a un double risque, à la fois un risque intestinal par l'ischémie de l'anse hernier, mais surtout un risque testiculaire associé par la compression du contenu hernière du testicule. On va commencer par la torsion du pédicule spermatique. Il y a 2 périodes d'âge, la période périnatale et la période péripubertale. Et vous voyez qu'entre à peu près 2 ans et 10 ans, les torsions testiculaires sont relativement rares.
Il y a deux formes anatomiques, mais qui n'ont aucune incidence sur le plan clinique, puisque la clinique est la même, quelle que soit la forme anatomique. Donc, dans la forme périnatale, vous avez des torsions supravaginales, et dans la forme péripubertaire, vous avez des torsions le plus souvent infravaginales. Un des messages que je voudrais véhiculer aujourd'hui, c'est dès que vous suspectez une torsion de réticule spermatique, la première chose, c'est d'adresser ce patient à un spécialiste et ne pas réaliser des examens complémentaires. Le simple fait d'évoquer la torsion du réticule spermatique est une urgence chirurgicale. Sur le plan clinique, comment se présente une torsion du réticule spermatique? Vous avez une douleur qui est le plus souvent un début brutal, mais on peut observer aussi des douleurs à début progressif. Et attention aux garçons pudiques, parce que ces garçons vont essayer de minimiser leur plainte et vont essayer de cacher la zone où il y a la douleur. Donc ils vont dire ou se plaindre d'une douleur abdominale. L'autre message, c'est que devant une douleur abdominale isolée, surtout sans fièvre, il faut examiner les organes génitaux externes. On doit rechercher dans les antécédents des épisodes identiques qui sont spontanément résolutifs, et c'est un argument en plus qui confirme le diagnostic de torsion. Associé à cette douleur, on peut observer des nausées ou des vomissements, et les enfants rapportent souvent avec cette douleur syncopale un seul épisode de vomissement. Sur le plan clinique, voici une illustration d'une torsion du réticule spermatique. Vous voyez qu'il existe une grosse bourse, qu'il y a une ascension du testicule, et si vous essayez de toucher ce testicule, ce sera impossible tellement il est douloureux. Cet enfant va présenter un petit fibroncule entre 37,5 et 38,5. Il y a deux signes académiques, on va dire, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans le diagnostic d'une torsion de pédicule spermatique. Le premier, c'est le signe du gouverneur, le testicule étant rétracté à l'anneau et projeté en avant. Donc on voit très bien que le testicule il est rétracté et il est presque horizontalisé. L'autre signe qui est plus sensible lorsqu'on va parler de l'épididymite, c'est la surélévation testiculaire. Et cette surélévation testiculaire va engendrer une augmentation de la douleur alors qu'elle va soulager la douleur en cas d'épididymite. Pour conclure, devant toute douleur abdominale syncopale du garçon, même son point d'appel inguinal, il faut examiner systématiquement les organes génitaux externes. C'est une urgence chirurgicale absolue. Et il y avait une notion qu'à partir de 6 heures, il y avait les lésions testiculaires. Actuellement, il est prouvé qu'à partir de 4 heures d'ischémie testiculaire, des lésions histologiques surviennent au niveau testicule. Donc on a abaissé le degré d'urgence à 4 heures, c'est dire l'intérêt d'adresser rapidement ces patients. Il existe bien sûr quelques diagnostics différentiels de ces torsions du réticule spermatique. Et la première, qui est la plus fréquente, c'est la torsion d'étatite de Morgani, on va dire étatite pédiculée. Et là, on a deux cas de figure. Si vous voyez le malade, dès les premières heures d'évolution, on peut faire aisément le diagnostic. Parce que vous allez voir un scrotum qui n'est pas inflammatoire, et vous allez observer et palper une petite tuméfaction bleutée juste sous la peau. Donc, cette tuméfaction que vous voyez en péropératoire, on peut la palper si l'évolution est très précoce. C'est un point qui est très sensible, qui est très douloureux et qui est situé à la jonction épididymo-testiculaire. Si vous voyez ce patient à la première ou deuxième heure d'évolution, vous pouvez faire une échographie. Mais je préfère que cette échographie soit faite dans un milieu spécialisé. Si elle est en faveur d'une torsion, alors la sanction chirurgicale peut se faire rapidement en séance tenante. Si vous voyez ce patient au-delà de 4 heures, le diagnostic différentiel est très difficile à réaliser parce que vous allez avoir un scrotum qui est inflammatoire, une palpation qui est difficile, et là c'est l'exploration chirurgicale qui va trancher. Il n'y a pas donc moyen de faire ou place pour faire des examens complémentaires type échographie. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est les épidymites aiguës. Ici le tableau est on va dire assez typique aussi, puisque vous allez observer une grosse bourse. La fièvre est plus marquée, 38-39. Il y a des signes urinaires, essentiellement des brûlures mictionnaires chez l'enfant. La palpation, si on fait une palpation minutieuse, on va observer que le testicule n'est pas douloureux, mais c'est l'épididyme
qui est donc douloureux à la palpation. On peut observer une orchipédidymite, et l'exemple type, vous connaissez tout ça, les oréons. Donc si vous avez des oréons, on peut faire donc une orchipédidymite. Ici, le signe de Prehn peut être intéressant puisque lorsque vous allez surélever le testicule, vous allez observer une diminution de la douleur, et donc c'est un argument en plus de l'épididymite. J'insiste sur le fait qu'au moindre doute diagnostique, il faut adresser le patient parce que c'est l'exploration chirurgicale qui va porter le diagnostic et peut-être sauver un testicule qui est tordu. La deuxième pathologie qui prête ou qui motive la consultation en urgence dans un tableau de bourse aiguë, c'est l'hernie inguinale. L'hernie inguinale, c'est une pathologie très fréquente puisqu'elle touche 1 à 4% de l'ensemble des enfants. Et dans 50% des cas, cette hernie inguinale est diagnostiquée avant l'âge de 1 an. C'est une pathologie qui est plus fréquente chez le garçon puisqu'elle touche 85% de garçons. Il y a des terrains particuliers. Chaque fois que vous êtes devant un prématuré, il y a plus de risques d'avoir une hernie inguinale. Les enfants aussi qui présentent une dérivation ventriculo-péritonéale ont aussi une prédisposition vers des hernies par augmentation de la pression intra-abdominale. Qu'est-ce qu'une hernie inguinale non compliquée? Et contrairement à l'adulte, une petite animation. On a donc une persistance du canal péritoneo-vaginal. Et cette persistance du canal péritoneo-vaginal va entraîner lors des cris, pleurs et efforts un engagement du contenu intestinal au niveau de ce canal. Et donc vous allez observer, selon les cas, soit une hernie inguinale, soit une hernie inguinoscrotale. Le caractère essentiel pour dire que c'est une hernie inguinale simple, c'est son caractère réductible. Chaque fois que vous avez une hernie réductible, on va dire qu'elle est non compliquée. Chez la fille, la présentation est légèrement différente, surtout chez les filles de bas âge. Vous allez observer une hernie de l'ovaire. Donc vous voyez cette tuméfaction, c'est à la palpation, ça rappelle donc un petit pois ou une noisette. Et chose très importante, il ne faut pas manipuler cette hernie de l'ovaire chez les nourrissons. Parce qu'en manipulant ces hernies de l'ovaire, vous allez manipuler en fait l'ovaire et on peut traumatiser l'ovaire et réaliser des lésions donc irréversibles. Donc chaque fois qu'on a une hernie de l'ovaire, il faut la laisser en place et l'adresser à un spécialiste. Qu'est-ce que l'hernie inguinale compliquée? Et voici une petite illustration d'un patient du service. Donc vous observez que cet enfant pleure sans avoir le sang. C'est une tuméfaction qui est douloureuse puisqu'il pleure et elle est inguinoscrotale. Vous voyez aussi qu'il a une hernie ombilicale, mais qui n'est pas très grave. Le caractère irréductible va signifier une hernie inguinale étranglée. On insiste sur le fait qu'une hernie inguinale étranglée fait courir à l'enfant un double risque intestinal et testiculaire. Il existe aussi quelques diagnostics différentiels de l'hernie inguinale étranglée, surtout lorsque une hydrocèle ou un kyste du cordon apparaissent de façon aiguë. C'est rare, mais ça peut exister. Et là, il y a un examen clinique très simple à faire, c'est l'épreuve de transillumination. Si vous avez une preuve de transillumination positive, vous êtes sûr que votre enfant n'a pas d'hernie inguinale, mais un kyste du cordon ou une hydrocèle. On va passer au troisième groupe qui est les douleurs abdominales. Et les douleurs abdominales, on va s'intéresser surtout à l'appendicite aiguë chez l'enfant qui représente quelques particularités. Premièrement, il faut se dire que cette appendicite aiguë peut survenir à tout âge. Elle est exceptionnelle avant l'âge de 1 an et rare avant l'âge de 3 ans. Ce qui fait qu'avant l'âge de 3 ans, le diagnostic d'appendicite aiguë est très difficile. Et dans 80% des cas, si on diagnostique une appendicite aiguë chez un nourrisson, on va la diagnostiquer au stade de péritonite parce que le diagnostic est très difficile à cette tranche d'âge. L'âge normal d'une appendicite aiguë, si on peut parler d'un âge normal, c'est les enfants supérieurs à 6 ans où on va observer 90% des cas. Si vous avez une douleur abdominale de l'enfant entre 2 mois et 2 ans, il faut revenir à l'invagination intestinale aiguë et suspecter de principe l'invagination intestinale aiguë qui est une urgence chirurgicale par excellence. Devant une douleur abdominale chez l'enfant, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Parce que si vous passez à côté d'une appendicite aiguë,
Cet enfant va être opéré plus ou moins tard avec le diagnostic d'une péritonite. Mais ça ne sert à rien aussi d'opérer des enfants qui n'ont pas d'appendicite aiguë, parce que c'est prouvé, des enfants qui sont opérés pour des appendicites blanches ou pour des appendices sains, ils présentent les mêmes taux de complications, mais ils auront une durée d'hospitalisation plus longue et donc un coût de soins qui est plus long. Quel est le tableau classique d'une appendicite aiguë chez l'enfant? Premièrement, c'est la présentation d'une occlusion fébrile. Vous avez un enfant qui vomit, qui a un arrêt du transit ou un ralentissement du transit dans un cadre de fièvre à 38,5. Le début chez l'enfant, il est brutal. Et j'insiste sur le fait que l'appendice anatomiquement est situé au niveau de la fosse iliaque droite dans 90% des cas seulement. Et donc dans 10% des cas, on aura du mal à diagnostiquer cette appendicite parce que le siège de l'appendice n'est pas commun. Une particularité chez l'enfant, c'est le début de la douleur. La douleur chez l'enfant débute le plus souvent au niveau de la région périombilicale. Et elle va après migrer vers la fosse iliaque droite. Donc cette notion sémiologique va vous orienter aussi vers une appendicite aiguë. Bien sûr, s'y associent des nausées, des vomissements, un fébrucule et un malaise général. Le diagnostic est clinique et il va reposer sur un examen clinique répété. Parce qu'examiner un enfant pour la première fois et palper son abdomen est presque toujours douloureux. Après 1 heure, 2 heures, il va être donc habitué à cet examen et peut-être vous allez trouver un examen qui est strictement normal. Quelle est la place des examens complémentaires devant une douleur abdominale chez l'enfant? On peut s'aider d'une numération formule sanguine. Je ne vais pas détailler puisque ça a été fait brillamment par le docteur Moazelloumi. Juste pour dire qu'on peut avoir une hyperleucocytose supérieure à 10 000 qui va conforter votre diagnostic d'appendicite aiguë et que le taux de polynucléaire doit être supérieur à 75%. Et j'ai appris qu'il ne faut pas le dire en pourcentage, donc vous devez calculer en valeur. Il faut réaliser de façon systématique une bandelette urinaire. La bandelette urinaire actuellement fait partie de l'examen clinique, ce n'est plus considéré comme un examen complémentaire. Et lorsque vous avez une bandelette urinaire positive, ça va vous orienter plus vers une pathologie urinaire. L'échographie, il y a une utilisation assez courante de l'échographie dans le cadre des douleurs abdominales chez l'enfant, mais vous devez vous fier à un compte rendu où on parle de la visualisation d'un appendice complet. Si on voit que la pointe ou que la base, il faut se méfier de ces diagnostics. Pour dire que c'est une appendicite aiguë, il faut que l'échographiste ait visualisé tout l'appendice. D'ailleurs, je pense que cette échographie doit être réservée à la fille. Et dans notre service, et les recommandations stipulent que l'échographie doit être réalisée systématiquement parce qu'il y a le problème des annexes et des pathologies annexielles, donc pour ne pas passer à côté d'une torsion de l'ovaire ou autre. Et lorsque vous avez un doute diagnostique, après la répétition des examens cliniques, on peut s'aider de cette échographie. Pourquoi c'est particulier chez l'enfant? Parce que les pièges diagnostiques sont nombreux et illimités. Les premiers, comme on l'a dit, parce que le siège peut être atypique, et là on est presque sûr qu'on va opérer un enfant en péritonite, avec ses implications d'augmentation de la morbidité et de la mortalité. Mais aussi, il y a une liste indéterminée de syndromes pseudo-appendiculaires qui va réaliser un tableau mimant une appendicite aiguë alors que l'enfant n'a pas d'appendicite aiguë. Et là, je pense que c'est l'intérêt des examens complémentaires. Voici une petite illustration donc, de ces pathologies. Lorsque vous avez une fièvre associée, c'est la gastroentérite, l'adénolymphite qu'il faut donc penser ou évoquer. Les infections ORL s'accompagnent presque toujours chez l'enfant de douleurs abdominales, les pneumopathies aussi, les pyélonéphrite aiguë. Et dernièrement, on nous a téléphoné d'une autre structure pour nous dire on a opéré une fille de 12 ans qui présentait des douleurs abdominales. Le chirurgien n'a pas trouvé d'appendicite, l'appendicite est sain. 12 heures après, elle fait 40 de fièvre. Et lorsqu'on réalise le scanner, on trouve qu'elle avait un abcès rénal qui faisait 7 x 6 cm. Donc que dire que ça existe et le diagnostic d'appendicite aiguë reste toujours très difficile chez l'enfant.
Si vous avez une pathologie ou une douleur abdominale sans fièvre, il faut penser à la torsion testiculaire chez le garçon et à la pathologie annexielle chez la fille, d'où l'intérêt chez la fille de faire une échographie abdominale. On va terminer par les urgences chirurgicales du nouveau-né. Il y a deux présentations, soit c'est une détresse respiratoire néonatale et vous avez soit l'atrésie de l'œsophage, soit l'hernie diaphragmatique, soit ce sont des vomissements bilieux et on est dans le cadre des occlusions néonatales, soit c'est une anomalie de la paroi abdominale et donc c'est une malformation visible qu'on va essayer d'étiqueter. Juste pour dire que le nouveau-né, il a réellement une physiologie particulière et qu'il est très sensible aux infections et au refroidissement. Ce qui implique que ces nouveau-nés doivent être pris en charge dans des structures très spécialisées, dans les meilleurs des cas, dans des services de néonatologie niveau 3. Mais si vous êtes amené à prendre en charge un nouveau-né, il faut que vous ayez trois impératifs: la lutte contre l'hypothermie, la lutte contre les infections et la lutte contre l'hypoglycémie. Ce sont les trois dangers qui guettent un nouveau-né à la période néonatale. Qu'est-ce que les occlusions néonatales? Les occlusions néonatales est un spectre de pathologies qui ont la même définition, c'est toute absence ou tout arrêt du transit digestif survenant dans les 15 premiers jours de la vie et secondaire à un obstacle situé en aval du pylore, qu'il soit organique ou fonctionnel, intrinsèque ou extrinsèque. Il s'agit donc de l'urgence chirurgicale néonatale la plus fréquente. Dans le cadre des occlusions organiques, on a l'atrésie de Dénal, l'atrésie du grêle par exemple. Dans les occlusions fonctionnelles, on a le mètre de Hirschsprung. Ces occlusions néonatales peuvent être diagnostiquées en anténatal, ce qui va permettre un diagnostic ou une prise en charge rapide, évitant ainsi l'installation de complications et les fausses routes, les déshydratations. Le diagnostic il est normalement simple. Vous avez un nouveau-né qui vomit vert, qui a une distension abdominale et qui a un retard ou une absence d'émission de méconium au-delà de 48 heures. Je rappelle que l'émission de méconium normale se fait dans les 24 premières heures. C'est un liquide ou ce sont des sels qui sont verdâtres, vert foncé et qui sont émis de façon abondante. Il y a un dogme en chirurgie pédiatrique: tout vomissement bilieux chez un nouveau-né est une urgence chirurgicale jusqu'à preuve de contraire. Donc, devant tout nouveau-né qui vomit bilieux, il faut adresser ce patient vers une structure spécialisée. Voici donc un cliché thoraco-abdominal d'une sténose duodénale et voici un cliché de thoraco-abdominal d'une occlusion ou d'une atrésie du grêle. Voici donc une illustration, voici l'atrésie du grêle, donc un défect grélique et voici le résultat après intervention et après anastomose terminothermique. Quel est le pronostic des enfants qui présentent des occlusions néonatales? Bien sûr, le pronostic il est intimement à la longueur du grêle restant et à l'apparition au long d'une infection nosocomiale. Je vais insister sur le volvulus sur mésentercoma, qui est l'urgence par excellence, qui peut se voir à la période néonatale, mais peut se voir aussi après la période néonatale. C'est la torsion de tout l'intestin grêle autour des axes mésentériques, ce qui en résulte une nécrose possible de toute la masse grélique. Et donc ce diagnostic doit être fait le plus rapidement possible pour ne pas aboutir à ce résultat. C'est une urgence chirurgicale absolue. Donc on doit faire le diagnostic rapidement et opérer l'enfant aussi rapidement. Le geste chirurgical va consister à une détorsion. Dans les meilleurs des cas, vous avez un grêle qui est de bonne vitalité, donc le traitement va être conservateur. Si vous avez une nécrose de toute la masse grélique, c'est une condition qui n'est pas compatible avec la vie, puisque au-delà de 60 cm de grêle, l'enfant ne peut pas vivre. Je vais citer l'atrésie de l'œsophage, faute de temps et pour ne pas alourdir la présentation, qui donne une détresse respiratoire. Dire aussi que l'hernie diaphragmatique peut donner une détresse respiratoire et passer rapidement ou de malformation des anomalies de la paroi abdominale, l'omphalocèle et la paroxysis. Voici une image d'un omphalocèle, voici une image de la paroxysis. Qu'est-ce que l'omphalocèle? C'est une malformation de la paroi abdominale à partir de l'anneau ombilical.
elles vont entraîner donc une non-réintégration des viscères, et dans l'omphalocèle, les viscères sont recouverts de membranes amniotiques avasculaires. Et dans l'omphalocèle, le cordon ombilical est toujours inséré sur la membrane. Voici une autre illustration. On voit toujours ce cordon ombilical qui est inséré sur la membrane. Alors que dans la paroxysis, les intestins ne sont pas couverts. Le défect, il est para-ombilical, le plus souvent droit. Et l'ombilic, il est en place. La prise en charge initiale, elle est la même. Il faut protéger ces anses par un sac à grêle ou par une compresse stérile si on ne dispose pas de sac à grêle. Il faut mettre une sonde gastrique en aspiration douce pour décomprimer le contenu abdominal. Et reprendre nos 3 impératifs: réchauffer le patient pour lutter contre l'hypothermie, le mettre en décubitus latéral, lutter contre les infections. Voici donc une omphalocèle avec un sac à grêle, une omphalocèle volumineuse puisque toutes les anses grêles sont presque à l'extérieur. Et après réintégration progressive, on voit le résultat. Donc toute la masse grélique a réintégré la cavité abdominale. Je vous remercie d'avoir écouté un chirurgien.